très envie d'aller au Sahara. Et très envie aussi d'aller dans ces solitudes glacées. Tu sais pourtant que ça ne devait pas être marrant, mais, mais très envie, c'est sûr. Et puis, Henri Lotte, je l'ai retrouvé, mais alors beaucoup plus tard, quand lui était déjà un vieil homme et moi presque vieil homme. Et alors j'ai beaucoup apprécié ce personnage. Très, très divers, très curieux, mais vraiment qui a attiré la sympathie et l'amitié. Et vous n'avez jamais eu envie d'être explorateur? Ah si, diable! René Caillé était un de mes... Toute son aventure vers Tombouctou, c'était une belle lecture. Comment il raconte tout ça, c'était extraordinaire. C'était pour moi... Tous ces grands découvreurs et tous les gens qui ont construit cette espèce de nouvel empire colonial de la France, celui de la Troisième République, et qui ont réussi, c'est ceux qui me touchent le plus et qui m'ont passionné dès le plus jeune âge, et encore plus maintenant quand on réfléchit aux conditions dans lesquelles ils l'ont fait, c'est ceux qui ont fait justement ces conquêtes coloniales sans usage de la force. C'était extraordinaire, je parle de Savournian Brazza, une personnalité absolument inouïe. Et l'autre, là, le facteur qui est allé conquérir le Laos, c'était là aussi. Il y a beaucoup d'officiers de marine parmi ces gens-là, notamment oui. en Il faut dire que à cette époque-là, le ministère des colonies et le ministère de la marine, c'était la même chose. Donc les marins étaient... déjà par goût, certainement, de l'aventure, de naviguer, d'aller voir là-bas comment ça se passe ailleurs. Ce goût fondamental du marin était employé dans l'affaire coloniale, puisque c'était le même ministre qui s'en occupait, c'était la même préoccupation gouvernementale. Dans les années 30, alors, vous avez été confronté vraiment à ce monde de l'aventure coloniale. Il y avait beaucoup de choses à disposition à ce moment-là encore, dans les lectures, dans les expositions. Oui, en 1930, je lisais pas beaucoup. J'avais 4 ans. Oui, c'est vrai. 4 ans, dans les années 30, disons. Dans les années 30, disons à partir de 36, 38, où je commençais vraiment à lire sérieusement. Ah oui, ma bibliothèque était pleine, elle l'est encore à Clermont-Ferrand, pas ici, où tous mes livres sont restés, enfin beaucoup. Je vous dis, j'avais toute ce qu'on appelait la bibliothèque verte, dès qu'il en paraissait un, il était chez moi. Et puis l'autre qui était plus orienté vers l'histoire, Napoléon a été un de mes grands héros. Et puis toutes ces histoires sur des aventures genre le Mouron Rouge, je crois que vous connaissez tout ça. Tout ça, si, ça m'a beaucoup plu aussi. Tout ça, ça me plaisait beaucoup. Et à l'école, on en parlait aussi. Ça s'appelait la bibliothèque Nelson. Nelson. À l'école aussi, il y avait un enseignement sur les colonies. À l'école, non, pas. On n'insistait pas particulièrement là-dessus. Bien sûr, en histoire, on en parlait, mais ailleurs, dans d'autres cours, on n'en parlait pas spécialement. Et finalement, alors ça... Je pense que les colonies, je pense qu'à l'époque, c'est-à-dire avant la guerre, disons. Avant la guerre, je ne suis pas sûr que la population française dans son ensemble, c'est-à-dire l'opinion publique, comme on dit maintenant, était vraiment très intéressée par l'affaire coloniale. C'était l'affaire presque de spécialistes ou d'aventuriers ou de ministres à grande visée plus ou moins prophétique, imaginez. Et puis alors c'était aussi des problèmes de politique internationale, combien de colonies ont été créées pour faire pièce à l'Angleterre, ou pour faire pièce à empêcher l'Allemagne d'eux, etc. Donc je ne pense pas que en moyenne, que le français moyen s'intéressait considérablement. D'ailleurs, il le prouvait, il n'y allait pas. Alors à propos d'y aller, est-ce que vous vous souvenez de la période où finalement vous formez votre décision de vouloir être officier de marine? Est-ce qu'il y a des choix? Est-ce que c'est une vocation?
Est-ce qu'il y a un débat? Vocation. C'est curieux, j'aime pas ce mot-là. J'aime pas ce mot-là parce qu'on parle de vocation pour se faire plaisir, j'ai l'impression, souvent. On dit que les gens ont une vocation. Alors, il y en a certainement qui ont des vocations. Mais bon, on ne peut pas dire que, je sais pas, des gens comme le Christ n'ont pas eu de vocation. Bon, elle était un peu venue d'ailleurs en plus. Mais enfin bref, là c'est indubitable. Il y a des gens comme ça. Pas à la hauteur du Christ, bien sûr. Dans notre pauvre monde, dans l'espace et dans le temps, il y a aussi des gens qui ont de véritables vocations, c'est vrai. Mais on l'emploie un peu trop, on le galvaude un peu ce mot-là, parce que avoir une vocation, c'est généralement s'imaginer. Ça commence dans le rêve. Dans le rêve, on se dit, tiens, bon, voilà, ça, là, je serais bien, vraiment, ça me va très bien. Je suis appelé, je me sens appelé. Appelé par qui, par quoi, on ne sait pas, mais je me sens appelé. Alors on appelle ça une vocation. Et puis après, ben, si on a de la chance, on réussit sa vocation. C'est-à-dire qu'on réussit à faire entrer dans la carrière où la vocation vous appelle. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit si vraiment c'est une vocation. Parce que généralement, ce qu'on rencontre n'a rien à voir avec ce qu'on avait imaginé. Absolument rien à voir avec ce qu'on avait imaginé. Et c'est après qu'on se dit, ah ben oui, mais tout compte, c'est bien ça, je suis bien là. C'est pas du tout ce que j'avais pensé, mais je suis très bien là. Et là, la vocation, si vocation il y a, se confirme. C'est-à-dire qu'on y reste. Parce que si on est conséquent, et si on n'est pas complètement dénué de raison, si on n'y est pas bien, il vaut mieux s'en aller. Et se trouver une autre vocation. Et alors pour vous? Eh bien pour moi, c'est ça qui s'est passé en fait. En fait, je pense qu'il y a quand même des éléments inconscients qui jouent. Bon, il y a, comme je vous l'ai dit, le fait que je passais toutes mes vacances au bord de la mer. Puisque je suivais papa et maman dans la colonie de vacances et que je passais tout l'été au Sable d'Olonne, ou que j'allais à la pêche avec les pêcheurs, à la pêche à la sardine, etc. Alors, bon, la mer, c'était pour moi vraiment quelque chose de très important. Et puis il y a le fait de la guerre, de ce scoutisme qui nous mettait un peu à l'écart et qui nous apprenait à vivre de façon à la fois raisonnable mais aventureuse, qui a joué certainement son rôle aussi. Et que ça soit passé au moment de la guerre et les coups les coups qu'on a reçus pour ce qui est de ce qu'on imaginait, ce qu'était notre pays, etc., tous les coups qu'on a reçus sur la figure pouvaient amener aussi à sentir, je pense que je l'ai senti, à vouloir faire quelque chose qui est en réaction avec tout ce qu'on avait pu voir et lire et vivre pendant cette guerre. Et donc c'était sortir de là pour faire autre chose et voir les choses d'une autre façon. Ça, c'est du langage d'homme de 70 ans maintenant. Enfin, c'était sans doute, il y avait quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose comme ça. Alors, j'avais deux possibilités de ce fait. Bon, il y avait ce goût de la mer, ce goût de vouloir faire quelque chose dans une atmosphère un peu je dirais pas structurée, parce que je ne pense pas que j'avais tellement besoin de barrières, mais avec des motifs, des buts, des précis, et pour faire cette envie. Cette envie aussi de quitter ma famille, tout bêtement, à 17-18 ans. Alors j'avais cette opportunité-là. J'étais pas trop mauvais musicien. J'étais devenu un violoncelliste amateur un peu bafouillant, mais enfin, je me faisais des illusions. Je me disais que peut-être, là aussi, j'avais une voix par la musique au sortir. J'ai un peu hésité entre les deux, puis j'ai quand même été raisonnable. Je me suis aperçu que je ne serais jamais un violoncelliste de premier plan. Or, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien le premier plan. Je suis parti plutôt du côté de la marine, où je n'ai pas d'ailleurs atteint le premier plan non plus, mais ça fait rien. J'ai été très heureux pendant toute ma vie là-dedans. Est-ce que vous vous souvenez du sabordage de la flotte? Ah, diable, oui, bien sûr, je m'en souviens. Et eh bien, ça a peut-être joué comme une espèce de sentiment de revanche, un peu. Bien sûr,
ça va effondrer comme tous les Français, je pense, parce que c'était quand même ceux qui n'étaient pas marins, c'était quand même une abominable chose. Mercel Kébir d'un côté, le sabotage de la flotte avant, puis Mercel Kébir après, c'était vraiment des aventures tout à fait insupportables. Et bon, ça a peut-être joué ça aussi, peut-être bien, parce que comme un espèce de revanche, de vouloir refaire quelque chose qui avait été bêtement détruit. Et vous vous souvenez d'un moment où la décision est prise, ça y est, vous allez entrer dans... Oh, ben c'est tout à fait à la fin, je ne sais pas comment la situer. Je crois qu'il y a une goutte, la goutte qui a fait déborder le vase, comme souvent, c'est que mon père, lui, bon, je me suis déterminé comme souvent, ou en suivant c'est comme ça que fait un adolescent, je pense, ou, qui rêve d'être bientôt adulte, qu'il est presque. Et je me suis déterminé, il se détermine soit parce qu'il a une admiration telle pour son père et qu'il n'a pas encore tué le père, alors hop, on va faire pareil, ou bien radicalement contre. Et lui, il rêvait, il me voyait polytechnicien, puis après dans les eaux et forêts. Je ne sais pas pourquoi, Tout fou. Alors bon, bah ça, donc je suis rentré en maths sup, commencé une maths spé, non maths sup, et puis bon, pour la première fois de ma vie, je suis tombé sur un professeur avec qui ça collait pas du tout. Voilà. C'était un genre professeur élitiste qui s'imagine que tous ses élèves sont de son niveau. En mathématiques, c'est un peu difficile quand même de penser que les élèves sont déjà au niveau du professeur. Et donc il y avait sa cour de 2 ou 3 qui étaient particulièrement doués, et puis qui laissait tomber tout le reste. Alors moi, cette attitude m'a tellement dégoûté que j'ai plus voulu travailler avec ce type-là. Et c'est comme ça que je suis allé dans une classe de naval. Il n'y en avait pas à Clermont, en plus ça m'éloignait de Clermont. Et je me suis retrouvé à Lyon, au lycée du Parc. Et c'est comme ça qu'a commencé ma carrière maritime. Alors, Si je puis dire. Voilà. On en a presque 36 minutes. Et la cassette, elle n'en peut presque plus. Alors, Anne-Marie Joly, j'aimerais bien qu'on revienne sur votre tout premier souvenir des éclaireuses. C'était aux Petites Ailes. Hein, parce que j'ai rencontré pour la première fois des Petites Ailes en allant à l'école du dimanche, c'est-à-dire au catéchisme. Et il y avait ces filles qui étaient avec un uniforme qui n'était pas très joli, mais qui avait l'air de bien rigoler, qui s'appréparaient à sortir. Etc. Alors que moi, je rentrais chez moi pour lire un bouquin ou pour